Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 32e numéro du magazine de la FDV. À notre programme, comme d'habitude ce mois, l'un des adages juridiques, il s'agira de Genera non pereunt et l'un des grands arrêts de la jurisprudence administrative. Pour commenter l'actualité, nous recevrons Béatrice Balivet, avec qui nous évoquerons certains des titres de la Gazette de la FDV. Et en fin de magazine, nous évoquerons la question du végétal. Tout de suite, l'adage du mois, Genera non pereunt. Genera non pereunt. Les choses de genre ne périssent pas. Le débiteur d'une chose de genre ne peut se soustraire à l'exécution de ses obligations du fait de la disparition des objets qu'il devait livrer. Voici les titres de la Gazette de ce mois, Gazette que vous pouvez retrouver intégralement sur le site de la Faculté de droit virtuel à la rubrique Gazette. Alors commençons par les actualités qui sont illustrées par nos dessinateurs. Levée de l'hospitalisation d'office des personnes pénalement irresponsables, c'est une décision du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2011. Il a été saisi donc par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité le 26 juillet. Et il a déclaré par cette décision les dispositions de l'article L 3213-8 du Code de la santé publique, dans leur version antérieure à celle de la loi du 5 juillet 2011, non conformes à la Constitution. Alors le dessin de Jacques Seller situe donc une histoire dans un hôpital psychiatrique. Un patient vient voir le médecin et pose la question de savoir « Je peux donc rejoindre mes troupes à Austerlitz ?» Et le médecin répond « No problème ». Les fléchettes, ce n'est pas du sport. Eh bien, c'est une décision du Conseil d'État du 9 novembre 2011, Fédération française de darts. Le Conseil a décidé que l'activité de darts, qui n'est autre que le jeu de fléchettes, ne peut être regardée comme une discipline sportive au sens de l'article L131-1 du Code du sport. Hervé Croze a illustré cette actualité. Les fléchettes sont-elles un sport? Un spécialiste de droit du sport qui tient à garder l'anonymat nous répond « C'est une question pointue ». Voici pour les brèves de ce mois illustrés. Je vous propose de rejoindre tout de suite Gérald Delabre et Béatrice Balivet pour le reste des actualités. Merci Céline. Béatrice Balivet, bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, on l'évoquait à travers le dessin de Jacques Seller il y a quelques instants, cette question de la levée de l'hospitalisation d'office, à nouveau une QPC. Décidément, la QPC intervient en nombre et de manière étonnante, on le rappelait sur ce même plateau le mois dernier, article 544 du Code civil soumis à la QPC, on soumet cette fois à une QPC la version antérieure d'un texte. Ce texte, c'est le texte qui prévoit que la personne affectée d'un trouble psychique ou neuropsychique est irresponsable pénalement et qu'elle peut faire l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office. Alors, c'est plutôt les conditions de la décision prononçant la levée de cette mesure qui est en cause ici. Oui, exactement. D'abord, bonjour. Effectivement, ce qui pose difficulté dans le texte, comme vous l'avez souligné, antérieur à la loi du 5 juillet 2011, c'est qu'effectivement, le juge des libertés et de la détention peut prononcer la levée de l'hospitalisation d'office, mais uniquement sur décision conforme de 2 médecins psychiatres. Or, la Constitution prévoit que l'autorité judiciaire doit exercer ses fonctions, sa mission de manière indépendante. Donc, la difficulté posée dans le cadre de cette affaire, c'est qu'effectivement, en la matière, l'article du Code de la santé publique lie le juge à la décision conforme de 2 médecins psychiatres. Alors, je crois que le doute est désormais levé puisqu'un certain nombre de dispositions contraires à la Constitution avaient été soulevées et la loi du 5 juillet 2011 remet un petit peu d'ordre finalement sur ces questions en subordonnant la décision du juge désormais non plus à des décisions conformes des médecins psychiatres, mais simplement à des avis de ces médecins psychiatres sur l'état de dangerosité de la personne pour elle-même et pour les autres. Alors, décision conforme, avis, est-ce qu'au fond, ça change véritablement quelque chose en pratique? Est-ce que le juge, qui n'est pas finalement le médecin, est-ce qu'il va prendre l'initiative d'aller à l'encontre d'un avis qui serait plus une décision conforme? Oui, il est très rare en pratique que les juges, sur une question qui n'est pas juridique, qui est celle de la dangerosité d'un individu, ne respectent pas effectivement l'opinion des experts en la matière. Donc il est fort à parier que la distinction soit plus juridique qu'un réel bouleversement dans les faits.
Alors, je prends le relais, alors, du coup, avec 3 décisions du Conseil d'État du 26 octobre 2011. Commune de Saint-Denis, commune de Pennes-Mirabeau et Société française de radiotéléphone. Alors, c'est le débat, finalement, sur l'implantation des antennes relais de télécommunications qui ne cesse de faire parler de lui. Alors, plusieurs moyens juridiques sont tentés à chaque fois pour effectivement réglementer cela ou s'opposer à l'installation même de ce type d'antenne. La jurisprudence est plutôt ferme en la matière et a priori, les arguments juridiques sont de moins en moins nombreux. Alors, la question qu'on pouvait éventuellement se poser, c'est finalement quels sont les pouvoirs de police du maire, les pouvoirs de police généraux du maire, et la portée éventuellement aussi du principe de précaution en la matière. Oui, alors comme vous le soulignez, effectivement, la question des antennes relais est une question qui est assez sensible puisque quiconque voit une antenne relais installée à quelques mètres de son habitation peut être tenté d'aller solliciter le maire, qui est quand même l'organe de proximité au niveau administratif. Et les maires, dans les faits, exercent quand même un certain pouvoir puisqu'ils n'hésitent pas, pour certains d'entre eux, à négocier directement avec les opérateurs de téléphonie mobile. Alors peut-être qu'effectivement, dans le cadre de leurs négociations, ces arrêts vont leur donner un poids peut-être moins important, puisqu'effectivement, le Conseil d'État, par ces 3 arrêts, rappelle que le Code des télécommunications opère une articulation entre le pouvoir général de police des maires en la matière et un pouvoir de police spécial qu'a notamment le ministre chargé des communications électroniques, et que le maire ne peut pas, par son pouvoir de police générale, adopter un arrêté qui réglementerait en limitant donc l'installation des antennes relais. Donc là, c'est un premier argument, effectivement, une première voie qui ne pourra plus être utilisée par les maires. Alors, deuxième question qui était dans votre intervention, est-ce qu'on peut utiliser le principe de précaution pour contourner cette ventilation opérée par le Code des télécommunications? Et bien là, à nouveau, le Conseil d'État répond par la négative. On ne peut pas le faire. Alors, le Conseil d'État ne ferme pas tout à fait le débat, parce que si une installation en particulier posait des difficultés soulevant des circonstances exceptionnelles dans sa commune, il pourrait évidemment prendre des mesures individuelles de police. Mais en tout cas, pas un arrêté général réglementant l'installation. D'accord. Donc un administré qui souhaite se plaindre, en fait, comment peut-il faire? Alors le maire donc devient moins... Oui, alors évidemment le recours au maire du coup devient moins intéressant. Alors pour les administrés, il reste la possibilité de saisir le juge judiciaire. Là encore, les décisions sont à géométrie variable en fonction des juges saisis, il faut le reconnaître. À l'heure actuelle, le principe de précaution n'est pas encore tout à fait utilisé devant le juge judiciaire comme un fondement juridique autonome, mais le plus souvent est utilisé par le truchement de la théorie des troubles anormaux du voisinage. Alors la difficulté, et ce qui fait que ce recours est quand même d'un succès très limité, c'est que pour pouvoir obtenir satisfaction, il faut rapporter la preuve d'un trouble certain. Or, en la matière, vous le savez, aucune étude scientifique ne permet d'établir avec certitude l'existence du trouble, ce qui explique des jurisprudences plus ou moins prudentes sur ce fondement-là. Alors, ce qui est quand même assez remarquable dans les dernières décisions judiciaires, c'est que le principe de précaution commence à être érigé en principe autonome, fondé sur le Code de l'environnement. Et du coup, ça permet de contourner cet obstacle de la théorie des troubles anormaux du voisinage, mais là encore, quand même, avec des conditions strictes qui sont prévues. Et là, tout le débat va porter sur l'existence d'un lien de causalité entre les troubles constatés et l'installation de l'antenne relais. Donc là encore, des voies existent, mais dont le succès est quand même très relatif. D'accord. Oui, puis bon, trouble à l'ordre public, enfin, d'une certaine manière, on le disait, il y a négociation avec les opérateurs. Là, on est dans la sphère privée et la personne qui accepte l'installation de l'antenne relais, finalement, il y a une question du droit de propriété au milieu de tout ça, un peu. Oui, c'est pour cette raison qu'on peut essayer d'invoquer ce droit de propriété et les atteintes apportées à ce droit de propriété. Mais comme on l'a vu, les deux voies un petit peu royales, troubles anormaux du voisinage et principe de précaution qui serait érigé en principe autonome, sont néanmoins à portée limitée, même si les juges judiciaires s'y montrent parfois sensibles.
D'accord. Alors peut-être, bon, pour conclure, un dernier point d'actualité. Cette décision de la Cour de cassation, 26 octobre 2011, relative à l'ordre public international sur des questions d'établissement de la filiation. Il s'agissait en l'espèce d'un problème d'établissement de filiation paternelle. Les dispositions du Code civil prévoyaient que la loi applicable était celle de l'ordre juridique ivoirien, et il apparaît que les dispositions internes du Code ivoirien sont contraires à l'ordre public français. Donc là, on a finalement une décision peut-être classique, mais qui est intéressante. Oui, effectivement, c'est une décision qui est intéressante et à la fois classique, puisque en la matière, un enfant naît en France, c'est cela qui situait le contexte sur le territoire français. L'enfant naît en France d'une mère de nationalité ivoirienne. Le père reconnaît l'enfant, puis agit en contestation de paternité, obtient gain de cause, et madame essaye d'agir en recherche de paternité à l'encontre de celui qui apparaît être le père biologique. Et là, effectivement, le juge français qui a été saisi doit se poser la question de la loi applicable. Et comme vous l'avez rappelé, l'article 311-14 prévoit qu'en la matière, la loi applicable, c'est la loi personnelle de la mère au moment de la naissance. Et la mère étant de nationalité ivoirienne, la loi ivoirienne s'appliquait. Alors, difficulté ici d'application, c'est que la loi ivoirienne dispose que lorsque le défendeur à l'action en recherche de paternité est marié au moment de la naissance, eh bien, l'action en recherche de paternité est irrecevable. Et du coup, évidemment, cette disposition prive l'enfant de son droit à connaître ses origines et à établir une filiation à l'égard de son père. Donc, assez classiquement, la Cour de cassation écarte cette disposition qui est contraire à l'ordre public international français. Voilà, bon, finalement, est-ce qu'on peut se satisfaire de ça? Bon, l'ordre public international français est évidemment respecté. Bon, l'idée était peut-être de se dire, bon, pourquoi choisir un ordre juridique pour ensuite dire que dans cet ordre juridique, faire une sorte de sélection de ce qui nous convient, de ce qui ne nous convient pas? C'est un petit peu la contestation, c'est parfois un petit peu le reproche qu'on fait à ce type de règles. Oui, c'est vrai que c'est parfois un petit peu le reproche, mais il est vrai que la famille ici vivait sur le territoire français, que la Convention de New York sur les droits de l'enfant s'applique et que l'intérêt supérieur de l'enfant en tant que celui-ci puisse connaître ses origines, ce qui justifie, même si c'est parfois mal compris, que certaines dispositions de la loi étrangère puissent être écartées sur le territoire français. Merci. Bon, merci pour les brèves de ce mois. Retrouvons tout de suite Gérald avec le grand arrêt du mois. Souvenez-vous, au début de l'hiver 1983, Éric Ternon est un agent contractuel de la région Languedoc-Roussillon heureux. Mais le 30 décembre, un arrêté le titularisant au grade d'attaché régional de première classe, premier échelon, est pris. Contrairement au bonheur que cela procure à certains, M. Ternon est mécontent et demande à l'administration de retirer cet acte. À partir de là, la situation se dégrade. Le président du Conseil général est amené à prendre un arrêté le 31 décembre 1987 réitérant la titularisation de M. Ternon. Mais une lettre assimilée à un deuxième arrêté, en date du 25 mars 1988, refuse de l'intégrer dans ses fonctions correspondant à son grade. Éric Ternon reste donc chez lui. Il ne va pas travailler, ce qui sert de fondement à un troisième arrêté, qui est un arrêté de licenciement pris le 7 janvier 1991 pour faute disciplinaire. De façon prévisible, Éric Ternon est encore plus mécontent. Il demande au juge administratif d'annuler ces derniers arrêtés, mais celui-ci ne fait pas droit à sa demande. Le sieur Ternon se pourvoit donc en cassation devant le Conseil d'État qui annule l'arrêt de la Cour d'appel. Statuant au fond sur la décision de ne pas intégrer Éric Ternon dans des fonctions correspondantes à son grade, le Conseil d'État pose le principe selon lequel, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire,
l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite, créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de 4 mois suivant la prise de cette décision. Par suite, le Conseil d'État observe que si M. Ternon a demandé à l'administration de retirer l'arrêté du 30 décembre 1983, il a ensuite expressément abandonné cette demande, que par suite, le président du Conseil régional ne pouvait pas légalement prononcer son retrait. Ce faisant, le Conseil d'État annule par un arrêt du 26 octobre 2001 les 3 arrêtés pris, mais surtout, il précise le régime du retrait des actes administratifs, le rendant certes plus complexe, mais aussi plus concret. Intéressant, non ? Eh bien, je vais maintenant rejoindre Céline pour la dernière séquence de notre magazine avec notre invité. Eh bien, notre invité aujourd'hui, c'est William Droz. Alors, vous êtes professeur à la faculté de droit, directeur du centre Louis Josserand, qui organise donc le 9 décembre 2011 à Lyon un colloque ayant pour thème le végétal. Alors, le centre Louis Josserand, eh bien, s'intéressera-t-il désormais au droit de l'environnement ? Le droit de l'environnement, pas uniquement. Le végétal n'est pas limité au droit de l'environnement, puisqu'il y a des aspects de droit pénal, de droit civil, de droit de la responsabilité, de droit du commerce international. Donc c'est un thème complètement transversal qui touche à beaucoup de questions et pas uniquement l'environnement. D'accord. Alors, le thème de votre colloque, le végétal, enfin on croirait un titre de leçon d'agrégation. Hein. Alors, quel intérêt pour les juristes de s'intéresser à une telle thématique ? Pour avoir une vision transversale des différentes matières juridiques à partir d'un objet particulier qui est le végétal, qui a la particularité de permettre la vie, d'être vivant. Et donc c'est un objet spécifique d'étude et donc on aura des regards croisés justement, je l'ai dit, avec des pénalistes, des spécialistes du commerce international et avec une ouverture des propos qui sera faite par un professeur de biologie à l'École normale supérieure de Lyon, M. Johan Negrissiou, qui va pouvoir donner une vision un peu différente des choses, sachant aussi que nous aurons comme intervenant François Collard-du-Tilleul, qui est chargé d'un groupe de réflexion par l'Union européenne sur la question de la sécurité alimentaire mondiale, et qui s'intéresse beaucoup à ces questions, avec un financement très, très, très important, et qui s'attache à trouver de quelle manière est-ce que le droit peut apporter des réponses juridiques aux problèmes de la faim dans le monde. Alors vous dites financement très important pour ce type de recherche. Alors est-ce qu'il faut faire des recherches sur des thématiques comme celle-là pour sauver notre recherche dans une université autonome qui manque de moyens ? Alors là, on peut le faire, puisque par définition, M. Collard-du-Tilleul y parvient. Alors je ne sais pas quelles sont les retombées qu'il peut avoir du financement donné par l'Union européenne pour sa propre université. En tout cas, ça montre que si l'on a les structures idoines pour répondre aux appels d'offres faits par l'Union européenne, on peut dégager des crédits substantiels. En tout cas, c'est un beau programme. Alors, est-ce que du coup, vous pourriez faire d'autres sujets de ce type-là en études, c'est-à-dire le minéral, pourquoi pas l'animal Non, aussi, on ne va pas dériver le thème. En revanche, il y a évidemment beaucoup d'autres journées d'études qui sont programmées dans le cadre du centre Louis Josserand. Notamment, on aura un colloque sur les procédures collectives, on aura une journée d'hommage au professeur Yves Reynard qui est parti à la retraite il y a un an. Et on aura aussi un colloque assez important dans le cadre des entretiens Jacques Cartier avec le Canada et la France sur le thème des conflits d'intérêts. Bien, écoutez, parfait, on suivra toutes ces activités du centre Louis Josserand. William Droz, merci beaucoup. Merci. Quant à nous, eh bien, nous vous souhaitons une excellente fin d'année 2011. Et puis nous nous retrouvons bien l'année prochaine pour un nouveau numéro du magazine de la FDV.